Bonjour François Martin. Bonjour Martial. Vous êtes géopoliticien, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date s'appelle « Ukraine, un basculement du monde ». Quand vous vous présentez, vous dites souvent « je suis un homme international pur ». Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que mes grands-parents étaient, mes parents, mes oncles, toute ma famille, c'était tous des ingénieurs des ponts, des colonies, ce qu'on appelle les ponts colos. Donc ma mère est née à Hanoï, mon père a vécu 20 ans en Algérie, mon autre grand-père a vécu au Maroc, ensuite il a vécu en Algérie au Maroc. Moi-même, mon père a été en poste au Congo, je suis né dans la forêt entre Brazza et Pointe-Noire. Ensuite, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu au Maroc. Mon père est rentré dans le privé, il est parti à Madrid, j'ai fait toutes mes études au lycée français de Madrid, je suis rentré en terminale, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait ma coopération à Rio, au Brésil, et après j'ai fait 40 ans de commerce international sans arrêter de voyager sur une centaine de pays. Donc je pense que j'ai une connaissance de l'international qui est basée sur le terrain. Vous êtes l'exemple même de l'homme de la mondialisation. Voilà, on peut dire ça, la bonne. Allez, il y a quelques jours de cela, dans les colonnes du Figaro, le géographe Christophe Guilluy expliquait que le résultat des dernières élections législatives a moins donné à voir une tripartition électorale qu'une opposition, dit-il, durable entre ce qu'il a toujours appelé la France des métropoles et la France périphérique. Et je cite, il n'y a pas 3 blocs, mais 2 métropoles contre la France périphérique. Vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage absolument. Mais je crois qu'il faut replacer ça dans un contexte un peu plus large, dans lequel ce que dit Guilluy est limpide. Je prends 3 réflexions très rapides. La première, il y a donc eu un attentat contre Trump récemment. Il y a eu un attentat contre Fico. Le président Traoré du Burkina Faso, il y a eu un attentat contre lui. Je constate pas qu'il y ait eu d'attentat ni contre Bill Gates, ni contre George Soros, ni contre Van der Leyen, ni contre Schwab. Donc la pression, elle est bien du côté des mondialistes contre les nationalistes aujourd'hui. Donc il y a véritablement je dirais pour moi un monde qui meurt. C'est Guilluy le dit un peu plus loin dans son on lui pose la question et voilà ce qu'il dit. Je lis parce que c'est très intéressant. On dit, vous avez analysé les résultats des européennes comme la conséquence d'un puissant mouvement de contestation venu de la France populaire, un mouvement que vous présentez comme quasi inarrêtable. Le barrage a pourtant bien fonctionné et semble résister à des vagues. Assistons-nous à un crépuscule de la France d'en haut. Alors il dit, vous confondez 2 choses, la réalité politique et la réalité culturelle. Et on devrait dire la réalité socio-culturelle. Le mouvement des classes populaires et moyennes est moins politique qu'existentiel, c'est ce que je dis. Il s'inscrit dans le temps long, porté par l'instinct de survie de la majorité ordinaire. C'est-à-dire la pression mondialiste fait qu'aujourd'hui, il existe un instinct de survie de la majorité ordinaire que l'on constate en France, en Afrique et partout. Il n'est pas réductible à un résultat électoral, ni dépendant d'un parti, et encore moins d'un homme providentiel. Nous assistons à un basculement culturel qui dépasse de loin la question de la physionomie de l'Assemblée nationale. Cette photographie de l'Assemblée s'effacera rapidement comme l'encre sympathique. Donc voilà ce qu'il dit. En fait, il dit nous avons une photographie électorale qui est celle de la politique, ou je dirais même de la politique politicienne ou de la politique politicarde, et qui ne reflète pas un mouvement socio-culturel qui, lui, est irréversible. Et je pense qu'il faut avoir ça en réflexion de surplomb si on veut comprendre ce qui se passe réellement en France. Voilà. Vous dites que Guilluy assiste en disant, en gros, nous avons peut-être pas assisté au baroud d'honneur du monde d'en haut, nous avons peut-être assisté, au baroud du monde d'en haut. Force est de constater que c'est ce qu'il faisait déjà, ce que disait Guilluy, mais dans son livre La France d'en haut, le crépuscule de la France d'en haut, c'était en 2016, on est en 2024, le crépuscule de la France d'en haut. Oui. Il est long. Oui, mais c'est vrai. Mais là aussi, je pense qu'il faut... nous, on n'a pas l'habitude de différencier parce qu'on est dans le temps court, on est dans le temps de l'information, on voudrait que les choses se fassent tout de suite, mais les mouvements sont lents. Si on regarde, par exemple, l'évolution de l'électorat du Front National, il n'a cessé d'augmenter régulièrement. On est vraiment dans une vague aujourd'hui. Donc, Guilluy dit...
si c'est pas demain matin, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, c'est dans 6 mois ou dans 1 an. Mais c'est inéluctable. Et je le pense. Pardonnez-moi, François Martin. Qu'est-ce qu'on a appris de plus avec ces élections législatives sur la France d'en haut, la France d'en bas? On dit la France d'en bas, elle a voté Le Pen. En 2019, dans Sérotonine, Houellebecq évoquait déjà cette solitude des classes rurales, des classes moyennes. On a eu juste la confirmation de tout ça? Non, je pense pas. Moi, je pense que la France s'est réveillée. Je pense que la France s'est réveillée. Je pense que c'est Macron qui l'a fait. Je pense qu'il y avait derrière le barrage, il y avait un barrage, et il y a un mécontentement populaire qui est extrêmement fort depuis longtemps. Et en fait, Macron, en dissolvant dans ces conditions très précipitées, en fait, a ouvert une fissure. Et moi, je crois au mouvement révolutionnaire. Et quand la pression commence, ça s'arrête pas. Alors, ce qu'on a vu, ce tripatouillage, c'est pathétique. C'est même pas un barrage, c'est même pas une protection. C'est pathétique ce qu'on a vu. Et on l'a vu encore avec la question où on voit que tout le monde s'arrange pour empêcher que le Front National, qui est le premier parti aujourd'hui, puisque le Front populaire, c'est une comment dire, c'est une imposture, quoi. Mélenchon qui crie à qui veut bien entendre qu'il doit être le prochain Premier ministre, il a combien? 75 députés? Donc à peu près 75 ou 74. Donc c'est une plaisanterie. Donc tout le monde voit maintenant très clairement et de plus en plus clairement que, en fait, ceux qui représentent véritablement, à tort ou à raison, je dirais aujourd'hui, le vote populaire, qui est représenté aujourd'hui par le Front National, même si je suis d'accord qu'il ne donne pas l'ensemble des réponses dont la France ait besoin, c'est-à-dire celles qui conduisent à son indépendance et la possibilité de faire ses propres choix. Quoi qu'on en pense, aujourd'hui, c'est elle qui représente les votes populaires. Eh ben, tout est fait pour l'empêcher de tout ce qu'ils font aujourd'hui a 2 conséquences. La première, c'est de faire monter les votes du Front parce qu'on dit, regardez, on voit que c'est eux qui devraient passer, ils ne passent pas. Et l'autre, c'est en fait de les protéger, de les mettre dans la situation la meilleure pour la prochaine et la vraie, qui est l'élection présidentielle. Moi, je pense que Marine Le Pen n'aurait pas pu rêver d'une situation plus idéale que celle qu'elle a maintenant pour préparer, parce que ils vont tous être dans les tripatouillages pour essayer de faire voter, ils vont se battre, ils vont tous se brûler, se discréditer, se cramer, etc. Et puis elle va être sur le banc en voyant les sportifs qui se tapent les uns sur les autres, etc. Et eux, ils vont être là en attendant. Alors, est-ce qu'ensuite ils sauront en profiter? Ça, je peux pas dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, s'ils voulaient avoir les mains relativement propres par rapport à la pagaille qu'on voit et qu'on va continuer à voir, ils peuvent pas faire mieux. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que au début, moi, j'avais pensé qu'il y aurait effectivement un raz-de-marée. Il n'y a pas eu, parce que j'ai sous-estimé cette question des tripatouillages, mais je pense que si elle avait eu la majorité absolue, elle n'aurait pas pu faire facilement ce qu'elle aurait dû faire en tout état de cause, c'est-à-dire prendre 2-3 mesures, ensuite exiger un référendum sur l'immigration et dire à Macron, Bardella, j'ai pas les moyens de ma politique, je prends ma toge et je m'en vais. Et je pense qu'ils auraient peut-être été piégés parce qu'à ce moment-là, on leur aurait reproché de ne pas prendre à bras-le-corps les responsabilités du pays. Tandis qu'aujourd'hui, on peut pas leur faire de reproches. François Martin, on peut vous faire un reproche, vous dites Emmanuel Macron est le grand perdant. Pourtant, il est toujours président. Yael Braun-Pivet est présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher est au Sénat, Van der Leyen est à l'Europe, le président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius, le président du Conseil d'État est un ami d'Emmanuel Macron. J'allais même vous dire que les chaînes de télévision qui étaient un tout petit peu protestataires sont remplacées par des chaînes qui sont Macron-compatibles. Je pense au départ de C8 pour remplacement par Réel TV de Denis Oliven et Raphaël Enthoven. Je trouve que l'extrême centre, il concentre encore bien les pouvoirs pour un perdant. Alors, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, mais à qui d'autre que vous, voyant la Pravda, imaginez une seconde que le paysage politique et le paysage médiatique français ne soit pas la Pravda que l'on connaît aujourd'hui. Comment penseriez-vous que l'on qualifierait Macron dans la situation où il est aujourd'hui? Tout le monde dirait le roi est nu.
Le roi est absolument nu. Il maintient son gouvernement. Il a fait une opération qu'il croyait géniale parce qu'il s'est dit, tout le monde va dire Macron sauve-nous, etc. Il se retrouve, il a perdu la moitié de ses députés. Il a une situation, il était dans un système de majorité relative. Maintenant, il a plus de majorité du tout. Tout le monde lui met la pression et lui mange les doigts de pied de gauche ou de droite. Il sait pas quoi faire. Il donne le change. Alors, on va dire que c'est un bon acteur, mais si on regarde la réalité derrière ça, c'est pitoyable. Sa situation est pitoyable. Vous ne trouvez pas que l'extrême centre, au contraire, attaque? Je trouve pour se défendre. Ils se défendent comment? Comment ils se défendent? Quand l'Arcom supprime C8 pour mettre LTV. Comment? Quand l'Arcom décide de rayer la première chaîne de la TNT pour y mettre une chaîne qui n'existe pas encore, dirigée par Enthoven et Denis Oliven. Oui, parce que c'est les derniers feux, si vous voulez. Je pense que jusqu'à la chute du mur, la veille de la chute du mur, les autorités russes ou les autorités de l'Europe de l'Est continuaient à prendre des décisions qui visaient à conforter leur pouvoir. Mais le cœur du pouvoir, il n'existe plus. Le pouvoir, c'est la confiance. Au début, c'est la confiance. La confiance dans Macron n'existe plus. Je dirais que lorsqu'on est un homme d'entreprise, un chef d'entreprise, on va chercher, on va demander à une boîte de conseil. Prenons McKinsey au hasard. Bon. Et on lui demande, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse pour redresser ma boîte? Bon. Alors on va vous dire, c'est la faute de vos clients, c'est la faute de vos fournisseurs, c'est la faute de votre directeur financier, votre directeur de la communication, votre conseil d'administration. Mais la seule chose qu'on va pas lui dire, c'est, Monsieur le Président, le problème de l'entreprise, c'est vous. Donc aujourd'hui, on peut demander à 80% des Français qui, à leur avis, est le problème de la France. Tout le monde va dire que c'est Macron. Donc je pense que le cœur même de la question, il est tranché. C'est-à-dire que, alors, il peut faire semblant d'aller à New York, de revenir, de faire des discours, de dire mettez-vous d'accord, etc. Ça trompe personne. Alors, ça ne veut pas dire que la superstructure du pouvoir n'existe plus, mais quel est le sens de décisions dont on sait que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elles seront remises en question. Je pense que c'est la fin d'un système. C'est véritablement la fin d'un système. Donc, le système continue à essayer d'exister, je dirais, et il continue à essayer de se défendre, mais je pense, comme Guy Lui, que la chute est inéluctable, c'est ce que je pense. C'est ce que je pensais les gens comme Wałęsa, ce que pensaient les gens comme Wałęsa à l'époque quand j'allais en Pologne dans les débuts des années 80 et que je voyais les grandes émeutes de Gdansk, etc. On sentait que c'était fini. C'était fini. Pourtant, il y en avait encore pour 10 ans. Alors, le grand gagnant, vous dites, c'est le Rassemblement national. Le grand gagnant qui, là, dans les derniers jours, n'a plus de vice-président, n'a plus de présence au bureau. C'est assez un grand gagnant qui a un peu perdu. Oui, ça c'est vrai. Ça dépend encore quand on voit les choses. La véritable chose, il faut remettre les choses en perspective, c'est pas aux chrétiens que vous êtes que je l'apprendrai, c'est la réalité morale. C'est celle-là la réalité. Quand un homme peut avoir raison contre tout un parterre lorsque tout le monde sait que tout le monde ment sauf lui. Et pour l'instant, je dirais que la force morale, elle reste aujourd'hui dans la situation actuelle pour le Front National, parce que précisément, on voit que tout est fait pour leur barrer la route, même les saloperies, je dirais les plus mesquines et les plus idiotes. Donc je crois que c'est ça qu'il faut regarder, et je pense que c'est comme ça que le Français moyen, enfin j'aime pas cette expression, Guy lui l'appelle le Français ordinaire voit les choses. Je pense que c'est ça. Donc je pense que leur crédit augmente. Alors ensuite, je suis d'accord avec vous. Comment est-ce que l'homme politique, le propre, c'est de transformer son crédit moral en crédit politique? Parce que s'il n'est pas capable de faire ça, il peut être le plus moral du monde, c'est un mauvais politique. Donc c'est ça qui reste à voir, je dirais. Vous êtes en train d'écrire, ça, je ne le sais pas. Cet été, vous écrivez, vous oui, la dernière. Dans mon île Baléares, oui. Voilà, votre île, sur un ouvrage que vous viendrez présenter à la rentrée. C'est ça. Rapidement, le temps des fractures. Oui. L'Occident contre le reste du monde. L'Occident contre le reste. Et je dirais, ça pourrait s'appeler aussi le reste du monde contre l'Occident, parce que c'est une bataille des deux côtés.
En attendant la présentation de cet ouvrage, Oui. on revient à notre propos. Le système actuel, il est bloqué. Oui. Vous considérez qu'il était ingouvernable, et vous l'avez répété, de la faute d'Emmanuel Macron. Oui, je pense. Est-ce que cela induit la fin de la Ve République et l'arrivée de la Sixième, tant voulu par Jean-Luc Mélenchon ou Louis Alliot? Oui, c'est très intéressant. Personnalité en qu'il avait fait, proposée. la fin de la République, la Cinquième, elle est morte déjà depuis longtemps. On vit avec un système qui est un zombie politique ou un zombie constitutionnel depuis qu'on est passé au quinquennat. Parce que le général de Gaulle avait construit la Cinquième République pas comme une république, mais comme une monarchie républicaine. Parce qu'il a essayé de faire la synthèse par rapport à 1000 ans de royauté ou 1500 ans de royauté et la verticalité du pouvoir qui caractérise la France. Parce que je rappelle que dans les différentes sortes de nations, il y a ce que j'appelle les États-nations, il y a les États-lobbies. Les États-Unis, typiquement, ce sont des lobbies qui se mettent ensemble et qui construisent un État. Et vous avez les États-régions, ce sont des régions qui se mettent ensemble, comme l'Espagne, comme l'Italie, pour construire un État comme l'Allemagne. Et en France, c'est le prototype et probablement le seul véritable État-nation au monde. C'est-à-dire, c'est l'État qui a construit la nation, en raccrochant des bouts de territoire, etc., par ce combat, je dirais, magnifique qu'ont mené les rois pendant des centaines d'années. Donc, la France est verticaliste sur le plan du pouvoir. Profondément verticaliste. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ce système-là. Et le général de Gaulle avait construit la République avec un mandat de 7 ans pour que le roi, pour que le président, soit monarchique. Voilà. Et depuis qu'on a cassé ça, et c'est Chirac qui l'a fait, c'est pas Mitterrand, c'est Chirac qui l'a fait, on est dans un espèce de système où je dirais, le Gulliver est ficelé par tous les lilliputes de l'Assemblée, tous les groupes de pression, etc. Et on l'a fait volontairement parce que lorsqu'on casse un État-nation, on en fait naturellement un système de lobby, un système oligarchique qui pille et qui désorganise les choses beaucoup plus que dans les autres États où c'est fait pour fonctionner comme ça. Donc la Cinquième, elle n'existe plus. Donc il faut y revenir, je pense que c'est ça. Et il est évident que les gens comme Mélenchon et son groupe, qui n'ont jamais été des légalistes, parce que ce sont des trotskistes, ils sont nés trotskistes. Un trotskiste pense qu'une chose, ce qu'il fait vibrer, c'est de prendre le pouvoir par la rue, et si possible de décapiter le chef de l'État et tous les sbires qui sont autour, c'est ça leur rêve. Donc ils pensent à ça. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent pas à être Premier ministre, ils cherchent à mettre la pagaille pour essayer de faire monter la tension populaire d'une façon ou d'une autre pour pouvoir à un moment donné mettre les gens dans la rue. C'est ça son objectif. Donc, après ils vont dire on va vouloir une sixième, mais c'est une sixième, tout le monde se parle, tout le monde s'arrange, tout le monde, la démocratie locale, c'est du pipeau. Derrière ça veut dire qu'il y aura des groupes politiques, on prendra le contrôle de la presse, c'est ça qu'il y a derrière. Son modèle c'est Chavez et c'est Castro. Donc moi j'étais à Cuba l'année dernière, c'est pas un modèle de démocratie. Hein. Oui, ni économique en ce moment. Ben non. Mais alors la solution c'est le départ d'Emmanuel Macron toujours. Donc en gros, vous me dites, il y a un risque Mélenchon et donc je propose le départ d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'y a aucun risque de Mélenchon. Mais je pense que Mélenchon voudra prendre les armes, le pouvoir par la rue. Mais je pense qu'il n'est pas crédible aux yeux des Français d'une façon générale. Je pense qu'il fait aussi de la surenchère parce qu'il essaye de tenir alors qu'il y a tout un tas de jeunes qui sont autour et en fait il tient pas. Alors, il faut avoir peur ou pas peur de Jean-Luc Mélenchon? Là, je ne sais plus. Je dis, voilà quel est son projet. Mais je ne crois pas que les Français soient aujourd'hui prêts et soient aujourd'hui d'accord pour répondre à un projet tel qui est celui, je pense, qu'ils rêvent. Et en cas de confrontation entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, comment vous voyez les choses? Écoutez, je pense que Marine Le Pen le battra sans difficulté. Parce que il y a aussi une autre chose dans le projet mélenchoniste qui sépare le projet de Marine et le projet de Mélenchon, c'est la question de la sécurité. Moi, j'attribue les changements qu'il y a eu, aussi bien l'élection européenne que les élections ensuite législatives, à deux phénomènes. L'un, c'est le barrage
qui retenait les classes populaires, qui s'est fendu, et les classes populaires qui déferlent. Ça, c'est ce que dit Guy Lui. Et l'autre, je pense qu'il y a un second paradigme, c'est-à-dire, c'est les classes bourgeoises. Les classes bourgeoises, depuis toujours, elles préfèrent toujours l'immobilisme au changement. Et c'est là-dessus que ce modèle de république, qui est celui que Chirac a consolidé, mais que j'appelle la république mitterrandienne, qui consiste à utiliser une nouvelle catégorie de population qu'on invente, qui est celle d'une France d'origine exogène pour ostraciser les patriotes, ce qui est particulièrement moche d'ailleurs à faire, et ostraciser en même temps les classes populaires qui, elles, sont aussi patriotes. Donc c'était ça l'idée. C'était de mettre ces gens-là de côté en se servant des populations d'origine exogène. Et à chaque fois qu'on dit « mais alors regardez comment vous traitez les Français », on dit « vous êtes des racistes, vous êtes des nazis, etc. » Voilà, le système fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, le corollaire de ça, c'est qu'on terrorise plus facilement les classes bourgeoises qui sont, elles, terrorisées par nature, je dirais. Comment il s'appelle? C'est Colbert qui disait il existe une catégorie de population qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir riche, et qu'une terreur, c'est de redevenir pauvre. Et il continue en disant ce sont ceux-là qu'il faut taxer. Voilà. Ce sont ceux-là qui sont enfermés dans deux peurs. Donc leur peur se traduit toujours par une forme d'immobilisme. Et je pense que comme le gouvernement actuel et les prédécesseurs n'ont pas du tout été capables d'assumer, parce que ça pose question par rapport à leur modèle politique, n'ont pas été capables d'assumer l'ordre et la sécurité, aujourd'hui, une partie des classes bourgeoises pense que elles ont meilleur temps d'aller vers ceux qui la promettent de la sécurité plutôt que de rester dans l'immobilisme. Elles ont plus peur de l'immobilisme que du changement, ce qui est nouveau. Et je pense que c'est pour ça qu'une partie d'entre elles sont allées au Front National jusqu'à ce que, le deuxième tour de la présidentielle étant quelque chose qui restera, à mon avis, dans les annales de la 5e ou 6e. Je ne sais même pas dans quelle république on est. Et moi, je souhaite qu'on revienne au principe de la 5e, c'est-à-dire un mandat à 7 ans, avec un monarque républicain, en limitant le pouvoir des juges, en renforçant le pouvoir régalien, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ça. Est-ce que vous partagez le point de vue d'Éric Zemmour, qui a décrit, notamment dans le Suicide français, la fragmentation irrémédiable de la société française? Est-ce que vous pensez que les tensions croissantes dans notre société peuvent permettre d'évoquer le terme de la guerre civile? Alors moi, j'ai toujours été assez optimiste. Hein. Je le pense pas vraiment. Je pense qu'en dehors de ce qui reste encore de fondation de la Ve République fait que les gens ont une certaine forme de confiance dans le système, non pas dans les hommes politiques, mais dans le système. Et ça nous prévient contre le risque de guerre civile. Je dis pas que la gauche mélenchoniste n'essaiera pas de le pousser parce que c'est son objectif, mais je crois fondamentalement que les Français sont des gens raisonnables. C'est ce que je pense. Voilà. Le temps des fractures, ça sera parution quand? Dites-nous tout. Début septembre. Début septembre. Voilà. Donc vous venez en parler en septembre chez nous? Avec plaisir. François Martin, merci beaucoup d'être venu cet été nous voir. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.